L'approche systémique a été utilisée depuis de nombreuses années pour penser les relations interindividuelles et plus particulièrement intrafamiliales. C'est la raison pour laquelle les fondateurs ont tant investi la thérapie familiale. Mais l'approche systémique est avant tout une manière de penser, une manière de voir le monde de manière générale, sous l'angle de la complexité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle est si pertinente, pour penser les organisations, pour imaginer le travail avec et dans les institutions. Et ça sera le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, comment penser le travail avec les institutions. Et pour ça, je vais laisser la parole tout de suite à Maximilien Bachelard, qui a développé une très grande expertise dans le sujet à travers son travail avec les institutions et notamment grâce à celle qu'il a créée lui-même, l'Institut du Comment, qui a pour vocation à accompagner les organisations. Tout le monde a quelque chose à dire sur les institutions, notamment ce qui ne va pas. On a entendu des gens faire des propositions à différents endroits, avec notamment une difficulté régulière, c'est qu'on a tendance à individualiser, à psychologiser certains problèmes, là où dans les organisations, il y a parfois quelque chose à en dire. Quand on parle d'institutions, on va parler aussi bien des associations que des collectivités territoriales, que des entreprises, les grandes, les petites, etc. Maintenant, il faut bien différencier deux choses. Soit on est dans un grand système, et un grand système, souvent, n'a pas de conscience, n'a pas de culpabilité, et il va être très difficile de pouvoir avoir une action dessus. Parce que, un peu comme une hydre, ça se déploie, et il va être difficile d'avoir accès notamment aux personnes. On en parlera par la suite, parfois face à des acteurs de ces systèmes qui se sentent eux-mêmes victimes de ce système-là, qui agissent, et on se retrouve dans des mécaniques complètement folles et morbides. Il faut savoir quand même que le management s'est beaucoup développé après la Seconde Guerre mondiale, notamment parce que la gestion des camps de concentration a demandé à avoir une réflexion en termes managériels importante, et que de grands professeurs de management étaient en fait des gens qui tenaient des camps de concentration par la suite. Il y a un très bon bouquin qui a été fait là-dessus qui s'appelle Libre d'obéir, et on a des témoignages assez glaçants, assez particuliers, parce que quand tu veux déplacer des populations d'un pays à l'autre et que tu veux mettre la solution finale en place, alors là, je dis quelque chose de lourd, je vais finir par une blague, c'est pas avec les pieds nickelés à la française, là, que tu vas réussir à faire quelque chose. Donc il faut des principes d'organisation, et c'est terrible, mais que ce soit gérer des êtres humains ou des palettes, c'est la même chose, en fait, d'une certaine manière, avec ces principes de management. Donc il y a quelque chose d'assez morbide, où finalement tout le monde se sent, et c'est la conclusion qu'on pourrait, une des conclusions qu'on pourrait donner du procès de Nuremberg, c'est que au final, qu'est-ce qu'était la Seconde Guerre mondiale? Bah, c'était un ensemble de gens, donc il y avait des mecs qui conduisaient des trains, puis il y en a un autre qui faisait de la compta, puis il y en a un qui ramenait du charbon, puis il y a l'autre qui préparait à manger, pour des soldats, et en fait, personne se sent responsable de quoi que ce soit. On pourrait dire que ceux qui ont poussé des gens dans une pièce, peut-être se sont sentis responsables, et encore, ils ont juste poussé les gens dans une pièce et fermé à clé. Puis il y a juste un type qui a actionné, à un moment donné, une bouteille, à un endroit, et puis il s'est passé quelque chose. Donc il y a quelque chose comme ça où, en segmentant le boulot, on peut être amené à perdre le sens de sa mission. Et plus on est vers une institution à taille humaine, plus on peut retrouver quand même un sens à son boulot. C'est quand même une chose à prendre en compte. On est dans un mouvement global où on veut tout contrôler depuis un moment, on veut optimiser, on veut rendre tout plus efficace, d'où la fameuse, formule du lean management où on va venir dégraisser au maximum tout ce qui coûterait du pognon. Exemple typique, que je vais entendre assez régulièrement, les salariés nous taxent, du matériel, des ramettes de papier, du scotch, c'est inadmissible, c'est dégueulasse. Alors, de toi à moi, on tient une entreprise, on peut dire: «Ouais, c'est dégueulasse». À partir du moment où l'entreprise, génère des millions d'euros, c'est complètement idiot de fonctionner comme ça. Pourquoi? Parce que en fait, quand tu commences à demander à tes salariés de remplir une feuille pour justifier l'utilisation du scotch, tu commences à les perdre. Et d'une certaine manière, tu déshumanises quelque chose, tu rends les gens complètement gaga, en colère, pas contents du tout, et d'un seul coup, il y a un mouvement de protestation, et ils ont plus envie. Et eux aussi, ils vont jouer à ce jeu-là. Ils vont jouer au jeu de «tu veux compter, moi aussi». Et donc, voilà, on a, des gens, détachés finalement, presque humainement des réalités, qui ont donné des principes, tout à fait cohérents. L'intelligence artificielle, par exemple, nous dirait très volontiers qu'il faut
contrôlé et hyper contrôlé, sauf qu'humainement, ça a des effets inverses. On peut donner un exemple aussi, le team building, où on va pousser des équipes à bien s'entendre. Alors c'est cool, on s'amuse, on mange des crêpes, on boit de la bière, on fait le poirier, on va faire de l'acrobranche, on va faire du rameur, enfin, on fait tout et n'importe quoi. Évidemment, ça n'a pas de sens puisque la plupart du temps, pourquoi tu veux faire en sorte qu'une équipe soit en cohésion? Ça vient questionner la question de la limite entre le pro et le perso, et puis surtout l'absence de réflexion parfois au-dessus, ou alors la volonté de ne pas questionner, les vraies choses. C'est-à-dire que si le boulot se passe bien, si on est correctement payé, si on est, dans quelque chose d'assez humain, avec des réponses et qu'on se sent pas tout seul et que notre boulot a du sens, la plupart du temps, on n'a pas besoin d'un week-end avec des collègues. Et je dirais même que, la plupart du temps, la réaction qui est qu'on n'a pas envie de passer un week-end avec eux, elle est assez saine. Mais voilà, on nous oblige, et puis ça va être cool d'aller tous ensemble au parc Astérix. Mais sauf que ça vient évincer les vraies questions, en fait. Les vraies questions, c'est, on nous fout sous pression, quelqu'un, qui à 1 heure du matin, fait une intervention, ça fait pas forcément partie de son contrat d'ailleurs, mais voilà, on le paiera plus tard et on le remercie bien et on se retrouve dans des trucs qui sont complètement déconnants. Et on va pas pouvoir compenser ça. Je vais donner une analogie qui me vient. Papa n'a pas été là pour m'élever. Par contre, à 18 ans, il m'a offert un coupé cabriolet. Merci. Voilà. Et ensuite, quoi? Et en fait, j'ai pas développé un respect et une envie d'être avec lui, je le connais pas. Par contre, je vais le prendre pour une pompe à pognon. Parce qu'il s'est mis dans cette posture-là, et puis finalement, c'est ce qu'il sait me donner, et puis moi, ça vient chercher quelque chose de pas très beau chez moi, c'est que j'aime bien les bagnoles, donc voilà, échange de bons procédés, mais ça fait pas une parentalité. Bah, c'est la même chose pour le boulot, voilà, je dirais ça. On a évincé avec le temps les sciences sociales, pour des méthodologies douteuses, avec, ce qu'on appelle le bullshit management, c'est-à-dire qu'on va faire des trucs complètement déconnants aux gens. Alors qu'on a toute une littérature, hein, qui nous a parlé de ça, Crozier-Friedberg, on a tout le champ de la psychologie organisationnelle, la psychologie du travail, et puis notamment toute la systémie, qui peut nous permettre de comprendre quels sont les enjeux et ce qu'on est amené à faire. Je vais te donner un exemple aussi assez habituel. La plupart des gens autour de moi qui sont salariés et qui sont formés au management régulièrement pour des sessions de formation de 2-3 jours, se retrouvent perpétuellement à finalement se retrouver avec un PowerPoint devant eux, avec une personne qui est payée une fortune, pour leur expliquer qu'on a des émotions, qu'il faut savoir les décrypter, qu'il faut savoir mettre une distance physique face à une personne, comment devenir un leader, comment mener une équipe à tel ou tel endroit, en faisant fi un petit peu, je dirais, de questions à la fois organisationnelles qui sont importantes et puis de questions psychologiques. Parce que une question que je peux lancer, dont on parle d'ailleurs, notamment dans un projet qu'on a mis en place à l'IDC qui s'appelle, c'est une rubrique qui s'appelle «Le manager et le psy», qu'on retrouve dans la lettre du cadre territorial. On a un échange, moi je suis le psy, Emmanuel est directeur général des services, il est cadre et on discute autour de situations typiques de management. Et avec le temps, on est de plus en plus amené à expliquer, en tout cas pour ma part, que le management, c'est pas un truc qui se décrète en claquant des doigts en fait, qu'il y a des implications psychologiques. Pour manager des gens, encore faut-il être prêt à savoir dire oui et à savoir dire non à une équipe. Encore faut-il être prêt à frustrer. Encore faut-il être prêt à avoir une stratégie. On est souvent entre le marteau et l'enclume. Donc tout ça, ça se décrète pas uniquement en lisant un bouquin. Tu vois? Si tu n'es pas en accord avec ce qu'on te fait faire au niveau, professionnel à toute une équipe, c'est embarrassant. Quand tu dois tenir, par exemple, des enjeux, en termes de performance, en tant que manager, c'est très compliqué et il suffit pas d'un yaka faucon. Donc dans ces formations en management, on va utiliser des post-it, on va utiliser des gommettes, on va faire des petits jeux sympatoches, mais en fait, la vraie vie, c'est pas comme ça. Tu vois? La question, c'est l'exportation dans le monde concret. Quand on rencontre un animal, par exemple, on va faire, de l'équithérapie et on va apprendre à s'approcher d'un animal un peu sauvage et qu'on en a la trouille. C'est très intéressant personnellement, mais est-ce que ça va s'exporter après dans le travail concret? C'est une autre question. Souvent, malheureusement, les questions de management avec le temps, je m'en rends compte, c'est pas toujours le cas, viennent, cacher des questions organisationnelles un peu plus complexes, en fait. C'est-à-dire on a moins de monde et puis c'est difficile d'être dans une position de surveillance ou de contrôle par rapport aux autres. Donc quand on est dans une approche angoissée, on va faire du micromanagement. Je vais dire: «Bah, Julien, toutes les demi-journées, tu vas m'envoyer un compte rendu de ce que tu as fait». Alors à la fois, ça peut être motivant et cool pour toi,
Et parfois, c'est pas mal parce qu'on sait plus où on en est, mais en même temps, c'est compliqué. Puis moi, je te demande ça parce qu'on me l'a demandé, mais j'ai même pas le temps de le traiter, ce truc-là. Donc on se retrouve dans des choses complètement dingues. Comme une dame qui me disait il y a pas longtemps: «Oui, je dois me tenir en auto-formation, prête à regarder des vidéos sur le management et cetera». Elle me dit: «J'ai pas le temps, en fait. Il nous manque du personnel, je suis carrément, pas à jour, en fait, sur tout mon boulot, donc ils me saoulent avec leurs trucs». Bah, elle va se faire engueuler. Elle va se faire engueuler parce qu'il y a une obligation de formation et qu'elle doit remplir un fichier Excel. Et ce fichier Excel doit être rempli. Pourquoi? Parce que l'entreprise a une certification. Et pourquoi elle a une certification? Bah, pour pouvoir avoir des sous. Et elle donne donc ses sous à une entreprise de certification, qui fait ça pour aussi avoir des sous. Mais en fait, tout ceci est complètement débile. On le sait très bien, mais il faut le faire pour avoir des sous. Et on est dans un monde quand même où on dit: «Mais ce que vous faites est idiot» et l'autre dit: «Ouais, mais vous le faites quand même et puis moi, on m'a demandé de le faire et puis si je le fais pas, j'ai plus de travail» et puis le type au-dessus, je l'engueule, mais c'est pas de sa faute non plus. Donc on est dans un monde où c'est plus de la faute de personne, en fait. On peut parler aussi du coaching qui est devenu, finalement une façon, le coaching est, pas en soi forcément un problème. Mais est coach, celui qui a fait, 3 ans de formation ou celui qui a fait 3 jours. Le coaching n'est pas une science, le coaching est un amoncellement de choses et on y fout un peu ce qu'on veut. Mais ça vient renforcer l'idée qu'il faut pouvoir travailler individuellement quelque chose. Donc moi, par exemple, quand on m'appelle et qu'on me dit: «On a un salarié qui pose souci», on va vous raconter, il est un peu syndicaliste sur les bords, il est chiant, il veut pas faire ci, il veut pas faire ça. Alors on me décrit, le type emmerdant. Bon, OK, syndicaliste, c'est pas forcément un problème. Il est emmerdant, apparemment, quand on me l'explique, c'est vrai qu'il a l'air chiant, mais finalement je le rencontre et puis je réalise qu'en fait sa résistance est complètement logique, dans un système complètement dingue et donc à ce moment-là, moi je ne peux pas faire quelque chose à cet endroit-là. Et donc c'est là où ça pose un souci, c'est quand on ne prend pas le temps d'analyser vraiment une demande. Et il y a toujours, et c'est ça le problème, il y aura toujours quelqu'un pour faire n'importe quoi. Si l'institution n'a pas envie de se poser la question, elle trouvera toujours quelqu'un pour le faire. Et donc c'est là où c'est complètement dingue et odieux, c'est que tu es dans un système où tu dois incarner un rôle professionnel, mais on vient te faire travailler une dimension personnelle qui résiste peut-être de bonne aloi, mais en tout cas, il va falloir que ça cède. D'où des situations complètement folles, où je me retrouve parfois à entendre dans des institutions que les gens sont complètement fous, ils font vraiment n'importe quoi, mais ils ont tous un coach depuis 3-4 ans et ça coûte une fortune. Et je me dis, bah, c'est quand même dommage parce qu'on ne voit plus ce qu'on est en train de produire. Le système produit de la folie parfois. Même si individuellement, ça peut être cohérent. Mais souvent, individuellement, les gens souffrent. C'est un amoncellement de souffrances pour essayer de faire tenir un projet qui parfois n'a plus de sens extérieurement. Je me suis dit que ce serait pas mal de te parler de principes. Il y en a un, qui me semble important à élaborer ici, c'est la question de la causalité et de l'engagement. On est en Occident, donc on a un principe, qui régit notre vie, qui est le principe de causalité linéaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un bruit, je me retourne pour savoir d'où il vient. La systémie nous fait comprendre que, il va falloir, voir les choses autrement et moi j'aurais tendance à dire que en fait, par rapport au pourquoi, il y a 2 attitudes qu'on retrouve régulièrement. La première, c'est qu'on sait souvent au fond pourquoi les choses vont pas. On demande: «Pourquoi, pourquoi, pourquoi?» et souvent je dis aux gens: «Mais vous savez pourquoi?» et puis ils me disent: «Bah ouais, en fait je sais pourquoi». Mais en fait, on hésite, on n'est pas sûr de soi, on a peur de se noyer dans les émotions, on a peur qu'en agissant ça pose problème. Donc en fait, le pourquoi, c'est une façon procrastinante de renvoyer la question à quelqu'un d'autre. Je te renvoie la patate chaude. La deuxième possibilité, en fait, c'est qu'il y a une multitude de pourquoi. L'image que j'utilise souvent, c'est que pour réparer un moteur, on va pas rester autour de la bagnole et faire 872 hypothèses sur pourquoi ça démarre pas. C'est la bougie, c'est la courroie, c'est ci, c'est ça, on s'en fout en fait, c'est pas possible. Il faut pouvoir démarrer les choses et donc parce que ça fera clic clic et que on verra que ça goûte et puis on fait le tour et puis on n'entend plus le clic et puis on voit qu'il y a un truc qui bouge et puis on voit un voyant qui s'est allumé pendant un quart de seconde et tous ces éléments-là, je dirais presque cliniques, nous permettent de commencer à faire un premier, alors je dirais diagnostic, mais diagnostic, ça reste encore, un élément de causalité linéaire. La question du diagnostic serait aussi à évincer, mais je dirais une première image. Donc il faut privilégier la circularité ou la causalité mutuelle,
ce que disait Joël de Ronet, je trouve que c'est pas mal cette histoire de causalité mutuelle. Il y a plusieurs causes à différents endroits. Et pour ceux qui seraient pas encore assez convaincus, bah, la question écologique, quel que soit ce qu'on en pense, c'est le modèle Princeps pour moi qui explique tout à fait la question de la causalité. C'est-à-dire qu'il y a une espèce qui emmerde tout le monde, on va la déplacer, et ça va mieux. Et au bout de 6 mois, on se rend compte que cette espèce qu'emmerdait tout le monde, bah, elle était bien utile parce qu'elle permettait de manger une autre espèce qui maintenant a pris le pas et est en train de détruire d'autres problèmes. Donc l'équilibre se trouve, et donc il faut pouvoir, avec un minimum de stratégie, d'intelligence, un peu comme aux échecs, se dire bon, bah, si je mange l'autre pion, il se passe quoi après, quoi? Et ça, c'est la question des échecs finalement, de se dire bon, bah, il faut que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 coups d'avance, au moins. Et ça, c'est le boulot aussi à un moment donné de notre institution, de faire en sorte qu'on arrête de se dire: «Ah bah, il suffit de faire ça». De se dire: «Ah mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer en fait?» Donc je retire le mur, «Ah bah, il était porteur. Bon, bah, tant pis, on recommence». Alors quand on est dans une institution à taille un peu plus humaine, on fait attention en fait. Et quand on est dans une grande institution et que c'est pas notre argent, bah, on a tendance à dire: «C'est pas très grave». Mais il y a des êtres humains en fait qui vont pas bien derrière. Je crois qu'il faut, passer de la pseudo-analyse systémique, qui n'existe pas, à une action systémique d'emblée. Un jour, lors d'une réunion, c'est marrant, chez les alcooliques anonymes, il y a longtemps, j'avais assisté à une réunion et j'entendais une femme dire: «Ah bah moi, j'ai toujours voulu comprendre le pourquoi du comment». Et ce jour-là, je me suis dit: «Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est le comment du pourquoi». Et donc une expression que j'utilise souvent, le pourquoi du comment, en comprenant pourquoi, on ne saura pas forcément comment il faut faire, c'est d'un autre monde. Le pourquoi ne va pas forcément nous permettre d'aller mieux, d'avancer, de faire bouger les choses, et ce qui m'intéresse, c'est le comment du pourquoi. C'est comment ça fonctionne et de mettre ça en route. Donc je crois que l'objectif ultime de toute intervention, c'est qu'il se passe quelque chose de significatif, et donc ça va demander un effort. Deuxièmement, il faut des principes pour orienter, tout ça, parce que quand on n'a pas de principe, on ne sait pas où on va. La psychologie clinique, la psychologie sociale, la sociologie et la systémie, pour moi, donnent un équilibre assez bon, parce que dans une institution, finalement, ça existe parce qu'il y a des êtres humains, donc il faut avoir des notions de psychologie individuelle, mais il faut sans cesse trouver un équilibre avec, un aspect plus sociologique, plus organisationnel et plus systémique. Mais je crois qu'on ne peut pas faire l'économie. On pourrait même faire un parallèle avec la question systémique, hein. L'épistémologie de la systémie vient nous faire dire que on ne peut pas parler que de famille, on ne peut pas parler que de membres d'une famille, et que cet équilibre subtil, il est à trouver. Bah, je prône la même chose quand on est dans une institution. Et que si quelqu'un est un énorme problème, bah, par définition, on peut aussi se demander comment ça se fait qu'il est un énorme problème dans cette institution, et pourquoi cette institution catalyse cet énorme problème. C'est ça aussi la question. Exemple typique, une personne pose souci, à un moment donné, dans une institution, et elle est pas contente, et elle est représentante du personnel, et donc la réponse institutionnelle, c'est de dire: «Bon, bah, on veut pas de problème, donc on va céder à son envie et on va rajouter un autre espace de travail complémentaire». Bon, bah, je sais pas. Je sais pas si c'est la bonne chose à faire. En tout cas, quand on fait ça, c'est pas anodin. Évidemment, comme on se le dirait assez facilement entre systémiciens, c'est pas neutre. Donc il faut pouvoir veiller avec certains principes, à comprendre ce qu'on est en train de faire. Et donc, on pourrait les citer tous, on va en faire un ou deux. L'homéostasie, par exemple, c'est la capacité d'un système à trouver son équilibre en mode économie d'énergie le plus vite possible. Donc ça veut dire qu'un système, c'est un peu feignant, c'est un peu ritualisé, et ça veut pas bouger toutes les 30 secondes. Ça se caractérise par une continuité, c'est-à-dire que demain, il sera a priori à peu près comme hier et qu'il n'y a pas trop de surprises. Et donc, ce principe-là nous permet de comprendre qu'il ne suffit pas d'apporter des idées merveilleuses, il faut pouvoir à la fois faire plaisir à ce principe-là, l'alimenter, trouver un équilibre, et en même temps injecter de la nouveauté. Et donc, quand on a ça en tête, on comprend que le yaka faucon ou l'intellectualisation ne suffiront pas, qu'il va falloir respecter ce besoin fondamental. Quand bien même, il n'y a pas besoin d'avoir une hyper
homéostasie et qu'il n'y a pas forcément de danger. Ce système-là ressent ça et il faut pouvoir, à un moment donné, y prêter attention. Donc il faut pouvoir, aussi comprendre les changements de type 1 et de type 2, c'est-à-dire, parfois, on se dit: «Bah tiens, on va rajouter une réunion de plus parce qu'il y a besoin» et cetera. Même on a perdu les gens parce qu'il y a déjà 8 heures de réunion par semaine, que oui, en soi, première analyse, il serait bon d'avoir une réunion, mais en fait, ça va être contre-productif. Pourquoi vous voulez une autre réunion? Peut-être qu'en fait, finalement, on devrait supprimer toutes les réunions. C'est un exemple qui me vient. Je crois que c'est dans les pays du Nord, souvent comme ça, ils s'amusent à faire des expérimentations pertinentes et puis, les Français, bêtement, ils regardent et puis ils font jamais. Mais ils trouvent ça génial et ils les citent dans des vidéos YouTube. Un jour, dans un village, et je crois que ça existe encore, hein, ils ont supprimé toute signalétique, de circulation autoroutière, routière. Il n'y avait plus rien. OK. Plus de panneaux, plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé à ton avis? Tu devrais me répondre, si tu rentres dans mon délire. Oh là là, il y a dû y avoir plus d'accidents. Il y a plus d'accidents. Il y a plus d'accidents parce qu'en fait, tu n'es pas régulé une règle extérieure que tu peux parfois enfreindre, qui te saoule et qui te protégerait. Tu es hyper responsable. Donc quand tu arrives à un rond-point, bah, tu roules à 12 km/h, quoi. Tu le prends pas à 70, plein phare. Parce que tu regardes vraiment à gauche et vraiment à droite, parce que ta vie est en danger à ce moment-là. Donc priorité à gauche, priorité à droite, bah, tu sais pas. Donc tu avances, tu es obligé de regarder le conducteur dans les yeux. Est-ce que tu regardes les conducteurs dans les yeux quand tu conduis? Non, tu pas le temps. Tu t'en fous parce que tu sais que tu as un stop. Tu es dans ton bon droit. Mmh. Puis c'est tout. Donc tu arrêtes de reporter la responsabilité. Donc ça, c'est un exemple, voilà, intéressant qui me vient. Donc il est important de trouver un équilibre parce que si on sociologise trop, ça ne va pas. Si on psychologise trop, ça va pas non plus. D'où un troisième point qui est important, c'est la question de l'audit. Et il y a un terme, un néologisme qui m'est venu que j'aime bien. Bon, il vaut ce qu'il vaut. C'est l'expérimentation. Pour moi, à l'IDC, dans notre institution, on est là pour amener des organisations à expérimenter des choses pour pouvoir comprendre comment elles fonctionnent et quel impact ça a en face. Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a une approche classique qui est défendue par plein de professionnels, qui est complètement à côté de la plaque. Donc je m'autorise à le dire comme je le pense, pour l'avoir un peu expérimenté et pour avoir discuté en off avec beaucoup de grands conseillers qui font de l'audit. Donc l'audit classique, la plupart du temps, ne sert strictement à rien. Un audit, malheureusement, ça sert la plupart du temps à se cacher, à montrer, qu'on a fait quelque chose, à pouvoir aussi se déresponsabiliser parfois politiquement. Alors, on se calme, hein, ce terme-là ne veut pas forcément dire ça, mais la plupart du temps, malheureusement, ça sert à ça. Typiquement, quand le gouvernement, se dit, qu'il y a, un souci en protection de l'enfance, elle commande un audit. Sauf que ça fait 30-40 ans qu'on sait bien tout ce qu'il faut faire. Et que c'est pas la peine de réunir des gens. Et que tu trouveras toujours des gens qui seront flattés, quand même de donner leur avis, parce qu'on veut tous un peu donner notre avis, et que ça fera l'objet de plein de préconisations, d'un merveilleux livre blanc de 500 pages, dont tout le monde se fout, qui permettra sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et sur YouTube, que tout le monde applaudisse et like en disant: «Ben voilà, c'est ce qu'il faut faire». Mais ça mène strictement à rien, en fait. Parce que ce qui compte sur cette planète, pour moi, c'est l'inscription dans la réalité. C'est tout. C'est de vivre, c'est de bouger quelque chose, c'est de créer, c'est de faire émerger une matière, quoi. À quoi sert un audit classique? Donc je te la fais court. Toi, tu es, dans un certain détachement par rapport à ta méthodologie, ce qui a été, le cas de l'IDC au départ, et tu rencontres les gens, soit tu es avec un costume cravate, tu demandes 4 fois plus d'argent, parce que tu sors d'une grande école qui t'a coûté une fortune, et tu te planques derrière des tableaux et tu coches des cases. Alors à quoi sert un audit? C'est pas compliqué, c'est rencontrer des gens à différents niveaux hiérarchiques, individuellement, collectivement, leur poser des questions. Et qu'est-ce qu'ils te disent? La réalité de leur terrain. Ceux d'en bas critiquent ceux d'en haut critiquent ceux d'en bas, et puis finalement, comme t'es pas bête, tu comprends l'implication. La deuxième partie de l'audit, elle consiste souvent à restituer à l'oral, c'est le plus intelligent, comment tu le fais, c'est une autre question, et après par écrit, tu établis un rapport. Là, le demandeur, il a un bon point parce qu'il a fait son travail. Et c'est terminé. Les dernières fois où on a pu faire ça, ça remonte un petit peu, les gens ont du mal à se livrer. Tu te dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi ils se livrent pas? Bah, tout simplement parce que tu es le 38e à faire ça.
Et encore, je dis ça sous le ton de l'humour, 38, mais il y a une institution où on devait bien être le 10e à faire de l'audit, mais tu le sais pas. Tu l'as demandé, on te l'a pas dit. Donc les gens sont un peu embarrassés, donc ils veulent bien se livrer. Toi, tu fais en sorte que les choses ne se sachent pas individuellement, et cetera. Tu commences à avoir une belle image et puis tu es même content, peut-être un peu horrifié, mais tu es content parce que tu commences à bien comprendre ce qu'il faudrait faire. Et donc, bah, celui qui paye au-dessus, va-t-il changer? C'est une autre question. Et puis tu lui fais comprendre que c'est pas complètement de sa faute, qu'il hérite d'une situation qui est comme ça, et donc tu essaies de mettre à plat les choses. Et la plupart du temps, en fait, ça reste au fond d'un tiroir. Voilà. Et donc, je connais des auditeurs, costume cravate, qui passent à la télé et qui font des bouquins, qui sont contents, mais en fait, faut être honnête, on va se le dire, ça sert strictement à rien ce qu'ils font. Donc, ça implique que le demandeur ne soit pas trop anxieux, ne soit pas trop pressurisé, soit pas trop dupe non plus, en ait vraiment quelque chose à faire de son institution et se dise: «Ouais, bon, bah, ça sert strictement à rien qu'on demande à des gars de faire un audit. Il nous faut quelqu'un de confiance qui nous accompagne main dans la main». Souvent, qu'est-ce que vont demander les institutions? C'est, «Bon, bah, voilà, monsieur Bachelard, vous venez avec l'idée c'est que votre équipe, vous avez l'air cool et sympathique, ça nous plaît bien, mais nous, il faut qu'on sache quand nos problèmes vont être réglés, à quelle heure et comment vous allez faire». C'est compliqué de dire: «On verra», mais c'est la vérité. Parce que par analogie, c'est ce que je dirais aussi au cabinet et que je leur dis aux institutions: «Méfiez-vous». Parce que quand vous demandez un devis pour votre toiture par téléphone et que le type vous balance un tarif alors qu'il n'est pas venu voir, vous, ça vous rassure, moi ça m'inquiète. Parce que le type vous a clairement menti. Donc j'ai souvent tendance à dire: «Bon, ben, on va avancer pas à pas, avec des petits contrats, et on va se donner les démarches, comme ça, c'est sécurisé pour vous, pour nous, et cetera». Mais l'idée, ça va être qu'on va essayer honnêtement le plus possible de faire bouger l'institution. Maintenant, tout le monde n'a pas envie de raisonner comme ça. On est dans un monde où il y a des appels d'offres, où en plus on vous dit quoi faire. Et ça, c'est super drôle, quoi. Parce que, d'une certaine manière, si on est en demande et qu'on demande de l'aide, on n'est pas censé savoir exactement ce qu'il faut faire, sinon on n'a qu'à le faire soi-même. La première fois que j'ai fait de la supervision d'équipe, en fait, la demande, c'était en 3 ou 5 rendez-vous, vous devez suffisamment bouleverser les équipes pour qu'il y ait un changement durable, profond, limite pour les 20 ans à venir, quoi. Donc j'y suis allé, de manière très stratégique et j'ai dû rentrer dans l'art à fond. Et ils étaient embarrassés par les faits et finalement ils ont voulu que ça continue, mais on nous demandait, on nous donnait la démarche à suivre. Mais en fait, c'est pas possible. Je ne connais même pas les gens, je ne connais pas l'institution, je ne sais pas ce qu'elle est capable de faire. Il m'est impossible qu'on me donne le chemin et il m'est impossible de pouvoir le donner également, en fait. Fait étape par étape, mais moi je ne peux pas dire à l'avance ce que je vais faire. C'est pas qu'un magicien révèle pas ses tours, c'est qu'en fait c'est pas moi qui vais faire le tour. Quand à l'audit je dis: «Bah, voici la liste de ce qu'il faut faire, je m'en vais», c'est quand même déshumanisant, c'est quand même oublier que les gens ils vont faire quelque chose parce qu'ils sont accompagnés, parce qu'ils font confiance. On dirait pas ça d'un psy ou d'un médecin. On dirait pas, «Prenez ça, bonne journée, on se tire». C'est pas possible ça. Sauf que par rapport à une consultation individuelle, il y a des enjeux stratégiques, politiques qui sont lourds derrière. Comme quatrième point, je dirais que l'institution, elle doit voir ce qu'elle produit et j'ai tendance à dire qu'il faut différencier l'intelligence de la conscience. En systémie, on parle de principe d'autoréférence, c'est-à-dire qu'on voit à travers ses yeux. Et donc, ce qui peut être intéressant par moment, ça va être, d'utiliser la caméra, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui commence à m'intéresser de plus en plus. C'est que je me dis, cette institution est composée de gens normaux, mais elle est complètement folle. Elle fait n'importe quoi. Qui fera l'objet d'un article qui sortira bientôt. Elle fait tellement n'importe quoi qu'elle a été fondée pour protéger des enfants et elle les maltraite. Mais vraiment, elle les maltraite, elle sait pas les protéger. J'aurais des exemples assez terribles, à compter où, on se dit: «Mais c'est pas possible, c'est une blague». Non, c'est pas une blague et c'est vraiment pas une blague et c'est vraiment pas drôle. On peut se retrouver dans les institutions qui sont censées protéger des gens qui vivent dans la rue, mettre des gens dans la rue et donc moi, ça m'a interpellé ce truc-là. Je me suis dit: «Comment des gens aussi intelligents peuvent se retrouver à faire des trucs complètement idiots?» Et je crois que, d'aller sur le terrain, de l'intellectualisation est une erreur et qu'il faut pouvoir soit utiliser, une sorte d'objet flottant, mais aussi l'observation, par un regard extérieur nous permet de voir à quel point on était parti en tant qu'association, en tant que collectivité territoriale ou en tant qu'entreprise dans cet objectif et puis finalement en fait, on est carrément pas sur la bonne voie.
On a eu, par exemple, sur le site de l'institut, tu verras qu'un jour on a été, amenés à former des professionnels, pour une maison d'enfants à caractère social qui s'ouvrait à Paris. Et donc on m'a dit: «Est-ce que tu veux faire de la formation?» Puis moi j'ai dit: «Ça m'intéresse plus, ça me fatigue», parce que je me voyais déjà taper à la tchatch comme ça, pendant 8 heures avec des PowerPoint. Et j'ai dit: «Ça m'intéresse pas», et la personne qui m'a lancé là-dessus et qui a participé à tout ce projet-là m'a dit: «Allez, heu, moi je pense qu'il faut faire ça dans un théâtre». Et donc on a filmé ça pendant 2 jours et on a mis tout de suite au travail les professionnels. C'était une façon de les former à la systémie, à les initier. Et donc c'est intéressant parce que je te mets tout de suite dans le bain. Donc je te mets face à un enfant mutique, face à un enfant agressif, face à une famille où la parole circule pas. Et on a eu des éléments, qui étaient vachement bien. Un type, joue, le rôle d'un mec, contrôlant et qui violente sa femme. Donc il vient, dans le jeu de rôle avec sa femme, face à une autre personne, qui est aussi, travailleuse sociale, et elle joue le rôle d'une travailleuse sociale qui reçoit ces 2 adultes, ces 2 parents pour voir leur enfant, qui vient d'arriver dans l'annexe. Mais ce qui est intéressant, c'est que eux, je les briefe sur ce truc-là, mais je lui dis pas. On fait le jeu de rôle qui dure 2-3 minutes, et qu'est-ce qui se passe? Elle n'interroge pas madame. Elle ne fait que d'interroger monsieur qui est au milieu comme un mur et qui est froid comme une porte de prison. Ça nous a permis de mettre en exergue un processus de résonance qui était très intéressant parce que finalement elle avait été influencée par une forme d'autorité froide et désagréable et un peu angoissante de cet homme-là. Elle n'était pas du tout au courant qu'il y a des violences conjugales, mais je lui disais: «Bah, vous voyez, vous êtes amenés tout doucement au fur et à mesure à vous retrouver bloqués dans une impasse, vous savez pas pourquoi». Ça nous a permis d'écouter les émotions, ça m'a permis, moi, de leur expliquer le principe de résonance, et je veux dire, ça a beaucoup plus d'impact que de te faire un cours pendant une demi-heure. Je peux te donner des exemples, mais si tu l'as vécu, tu l'as dans ta chair. Je pense que c'est la meilleure façon de transmettre, et on fait une erreur typique, les êtres humains, c'est de passer par le langage, en fait. Et je crois qu'il faut couper le langage. Il faut utiliser la pensée, l'action analogique, qui permet, de ressentir dans sa chair les choses. Un autre élément, c'est de se dire que on est rapidement dans une caricature, dans chaque monde, d'êtres humains et notamment dans les mondes professionnels. Je saurais à peu près comment tourner un film, sur de l'associatif. Je saurais tourner, une entreprise du CAC 40 qui est à la défense. Tu l'image de mec avec des attachés-caisse et avec une cravate, et tu l'image de réunion et d'ordinateur. Et si c'est en association, une association, de protection de l'enfance, par exemple, mais là, tu sais bien qu'il y aura d'autres codes. Donc tous les mondes se caricaturent, et je pense qu'il faut faire fonctionner un adage de François Truffaut qui est que la vie a beaucoup plus d'imagination que nous. Donc il faut pouvoir, à un moment donné, sortir de ce rôle professionnel et amener à de la créativité. Mon point de vue, et j'essaie de le faire tourner avec, l'Institut du Comment, c'est d'essayer d'avoir quelqu'un qui est très spécialisé dans un domaine. Par exemple, on est sur de la politique de la ville, on va faire venir un DGS qui lui connaît ça par cœur depuis 30-40 ans, il y a pas de problème. Mais on va rajouter un soupçon de quelqu'un d'autre qui n'est pas de ce monde-là, en fait. C'est-à-dire faire fonctionner une sorte de démarche anthropologique pour un des 2, avec la fameuse, question bête, qui est vachement intelligente et qui permet de prendre du recul. Il y avait Robert Altman qui disait, qu'il aimait mélanger les acteurs qui venaient d'horizons différents et les faire jouer ensemble. Eh bien, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Je crois qu'on peut avoir une alchimie intéressante. Je te donne un élément, par exemple, de réflexion. Quand tu parles d'accueil dans le social, on se raconte toujours les mêmes choses. Sauf qu'il y a des professionnels de l'accueil qui peuvent être inspirants et intéressants, bah, notamment dans la restauration. Et puis quand tu parles d'urgence, dans les systèmes sociaux, on en parle tout le temps. Comment ça se fait que les systèmes sociaux n'arrivent jamais à réguler leur urgence et que c'est toujours un bordel pas possible, le cirque Pinder? Bon, bah, moi je sais qu'il y a des professionnels de l'urgence, dans l'hospitalier par exemple, qui peuvent nous expliquer comment ils arrivent à anticiper l'inanticipable. Et tu vois, là, tu commences à comprendre que, en important des choses d'un autre monde, on peut commencer à créer plutôt que de faire toujours plus de la même chose. Un autre point, c'est la question de la responsabilité qui m'obsède beaucoup. Notamment, il y a un procès Boeing en ce moment où, il y a des gens qui ont balancé sur le manque de sécurité dans les avions. Ça a fait flipper tout le monde n'était pas bien et cetera.
Pourquoi ça a été fait? Faut être clair, on est aux États-Unis, hein, parce qu'on allait balancer la responsabilité de quelqu'un et que pour se prémunir, il a préféré dire quelque chose. Mais c'est intéressant parce qu'on est dans des systèmes où en fait tout le monde sait que ça va pas, mais personne n'est responsable. Donc moi j'ai tendance à dire que voilà, sans pour autant angoisser les gens, il faut pouvoir, faire en sorte qu'ils puissent retrouver leur part de responsabilité au milieu de ce grand cirque. La dilution de la responsabilité, c'est un grand mal dans les institutions et ça appelle à un moment donné à un acte de résistance. L'autre fois, j'avais lu un truc, les Beatles se sont produits à Jacksonville, il y a plusieurs décennies et en fait, quand ils sont arrivés, l'organisateur a dit un truc intéressant. Il leur a dit, «Bon, bah, évidemment, il y aura les noirs et puis il y aura les blancs, quoi. On les fout là, les blancs on les met là, les noirs on les met là». Et les Beatles, bon, je suis pas leur biographe et puis, c'est peut-être un mythe, mais apparemment, ont dit: «Bah, on refusera». Parce que nous, en fait, on s'en fout de la couleur de peau des gens. Donc ça n'a pas plu. Donc les Beatles ont tout simplement dit: «Bah, c'est pas grave, on fera pas, on s'en va». Et cet acte de résistance a poussé à ce que les noirs et les blancs soient mélangés pour ce concert-là et qui était une vraie révolution, en fait. Mais ils avaient une responsabilité. Ils avaient vraiment une responsabilité. Alors, c'est les Beatles, évidemment, évidemment qu'il y avait un levier important, mais je crois qu'à un moment donné, si on ne pense pas à la question de la résistance, on se retrouve avec une armada de gens résignés qui finalement souffrent et se sentent coupables et après finissent chez le psy parce qu'ils ont participé à quelque chose de complètement déconnant. Je crois qu'il faut, trouver un équilibre entre le système et l'individu, heu, parce que finalement, souvent on dit: «C'est de la faute du système», mais le système, c'est des êtres humains. Moi, j'ai pu voir des choses complètement hallucinantes. Une association, par exemple, qui coule, parce que la directrice l'a fondée il y a 40 ans et qu'elle est incapable de lâcher. Elle est incapable d'accepter que la société a bougé. Elle est incapable de s'entourer de gens, qui vont pouvoir à un moment donné, changer, la vision qu'elle a inconsciemment de son institution. Elle veut faire perdurer quelque chose et finalement la transmission n'a pas fonctionné. Il y a un centre de psychiatrie parisien, par exemple, qui est assez connu, qui coulera parce que son fondateur est incapable, narcissiquement, de laisser, son bébé changer de forme et qu'il soit représenté par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est des enjeux humains et j'ai été assez fasciné de voir que, finalement, si un être humain tape du pied et a des responsabilités, il peut faire couler sa boîte sans problème, en fait. Donc, on peut voir des institutions où on n'arrête pas d'avoir un turnover de dingue, on n'arrête pas finalement de psychologiquement tuer des gens, parce qu'il y a la volonté d'une personne à un moment donné, parce qu'elle a plaisir d'exercer son pouvoir, en fait. Elle a plaisir d'exercer son pouvoir, de briller, de pouvoir séduire, de pouvoir coucher, de pouvoir dire qu'elle a fait ci, qu'elle a fait ça et qu'elle ne se le doit qu'à elle-même. Et donc, je crois qu'il faut pouvoir trouver cet équilibre entre les 2 parce que, heu il est difficile, à chaque situation de se dire: «Bah, finalement, c'est de la faute de ceux qui sont dans la force du travail». Donc eux ont quelque chose à dire. Au-dessus, les dirigeants, peuvent être amenés à être, travaillés au corps. Puis j'ai envie de dire, c'est eux qui ont, l'argent, le nerf de la guerre, c'est eux qui vont payer et autoriser quelque chose. Donc c'est avec eux qu'il faut pouvoir, à un moment donné, retrouver un certain pouvoir. Je ferai une analogie un peu grossière, je m'en excuse par avance, mais entre les parents et les enfants, où je dis souvent, moi, c'est ma façon de faire, je travaille surtout avec les parents, pour leur permettre d'offrir un cadre qui permettra à leurs enfants d'évoluer. Donc la métaphore paternaliste, ou maternante ou parentale s'arrête là parce que les décideurs ne sont pas les parents des gens qu'ils emploient, mais ils peuvent permettre quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'ils sont hyper coupables, ça veut dire qu'ils ont finalement beaucoup plus de latitude et de pouvoir qu'ils ne le pensent avec le temps. Dernier point, je dirais qu'il faut pouvoir sortir de l'urgence. C'est une vraie question, on est dans des institutions qui partent de plus en plus en sucette aussi parce que finalement on a le temps de rien. Mais il faut quand même se rendre compte à un moment donné que, le temps, c'est une création, c'est un planning. Je vais faire une analogie avec les couples, hein. Quand je leur dis: «Ça fait combien de temps que vous n'avez pas passé de temps ensemble?» Ils me diront: «Bah, ça fait, 2 ans et demi qu'on n'est pas allé au resto». Bah, sortez votre agenda, puis vous allez prendre rendez-vous avec vous. Parce que comme par hasard, et c'est la beauté de tous ces systèmes, le couple, c'est une chose et les institutions, c'est pareil. On trouve jamais le temps de rien faire, en fait, parce on s'est toujours rempli du temps et qu'on s'est trompé en termes de priorité.
Donc sortir de l'urgence, c'est une vraie chose. Le temps, c'est vraiment densifié. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir une démarche un peu prophylactique, c'est-à-dire, pour l'instant ça va, c'est cool. Un peu comme la médecine chinoise apparemment. Je dis apparemment parce que j'ai jamais consulté en médecine chinoise, mais on paierait le gars quand ça va bien, pour que ça continue à aller bien. Et c'est vrai que ça, c'est inhérent à beaucoup d'institutions, c'est que tant qu'elles ne sont pas les 2 pieds dans l'eau, elles font pas appel. Et je trouve qu'il y a un certain plaisir à optimiser des choses et à faire un travail de prospective et de se dire: «Là, vous voyez, je crois que dans 3 ou 4 ans, votre service, il va un peu mourir, quoi». Donc c'est pas très grave, on pourrait commencer à penser tous ensemble à aller vers autre chose. Et ça, je trouve que c'est extrêmement plaisant. Malheureusement, on est dans une époque où, ça urge, ça crie, ça part dans tous les sens et je pense que, voilà, il faut pouvoir lever le pied et déjà une des premières actions, c'est de faire en sorte pour les institutions et donc les gens qui la composent, de se rendre compte que c'est eux qui appuient sur l'accélérateur. Dans un mouvement de panique, on appuie, on appuie, on appuie. D'une certaine manière, ça nous redonne un pouvoir d'agir, mais qui est très négatif. Peut-être pour conclure tout ça, je dirais que malgré l'émergence, l'arrivée de l'intelligence artificielle, les choses ne changeront pas comme ça en claquant des doigts, que le bon conseil, on s'en fiche. La question, c'est de goûter, c'est de tenter, c'est d'essayer, c'est de réajuster. C'est un peu comme en cuisine, en fait. Ma voisine, l'autre fois, m'a dit, «Mais comment tu as fait ça, ce plat-là?» Bah, je lui ai dit: «Écoute, j'ai pris de la viande, mais alors, c'était 1 kilogramme, 2 kilogrammes, je sais plus, et donc ça dépend tu cuisines au gaz, combien de temps tu vas cuire? Bah, tu vas goûter, tu vas tester, tu vas ajuster, tu mets du sel, du poivre. Il se trouve qu'il y a plus d'eau dans ce morceau de viande que dans un autre, bah, c'est comme ça. Va falloir, l'assaisonner, c'est au goût et puis ça dépend ce que tu manges avec et donc on peut donner une recette générale, mais je pense qu'on ne pourra jamais se passer, finalement, de l'expérimentation et que tout l'enjeu pour les institutions, à un moment donné, c'est de faire pause, c'est de regarder ce qu'on fait, c'est d'avoir des temps de réflexion, de pouvoir se dégager, de pouvoir se dire: «Bon, voilà, vers où on va, quels sont nos chiffres, et puis finalement on va arrêter d'être dans l'optimisation. Est-ce que les gens vont bien? Quel sens ça a? On a combien de licenciements? On a combien, de gens qui quittent le navire? Et ça, les institutions s'en rendent pas toujours compte. Parce que c'est comme si finalement, encore une fois, tout le monde était responsable des personnes. Donc je crois que déjà, se regarder faire, heu, permet déjà, de calmer quelque chose et de pouvoir amener une vraie discussion. Après stratégiquement, on peut passer par différents chemins, il y a pas de problème, quoi. Voilà. Et dans l'Institut de comment tu t'es entouré de professionnels qui viennent de quel milieu? Alors moi je suis psy, donc au départ il y a eu quelques psys, mais chef d'entreprise, directeur dans la politique de la ville, des gens finalement de différents horizons. Il y a un petit côté Benetton, mais moi le fait d'avoir, des jeunes, qui ont dans la vingtaine ou des retraités, ça par exemple c'est intéressant. Tu vois? Parce qu'en fait, on a différents types de clients. Quand tu as, une start-up avec des jeunes qui ont la trentaine, ils vont peut-être pas spécialement, se connecter d'emblée avec, leurs traités, quoi. Et quoique, tu vois? Ça peut être intéressant. Donc moi, je crois qu'il faut pouvoir avoir des gens, de différentes cultures, de différents âges et de différentes professions. Donc pour l'instant, c'est un collectif qui avance. Il va y avoir, différentes personnes qui viendront, qui repartiront et cetera en fonction des missions. Moi, ce que j'aime, c'est de rencontrer des professionnels avant et de les connaître un petit peu. Parce que moi, j'ai un boulot, ma place, c'est un peu un boulot de compositeur, cuistot ou de chef d'orchestre. C'est-à-dire que tu rencontres des gens, puis tu te dis: «Eux, ce serait quand même intéressant, qu'on utilise, la facilitation graphique». Pas uniquement pour mettre en image, parce qu'on le fait beaucoup ça, mais peut-être pour amener à des réflexions avec le type, qui fera la facilitation graphique. Et puis, je trouve qu'on pourrait filmer, parce que déjà ça va permettre aux gens de voir ce qu'ils font, ça va permettre de faire un objet institutionnel intéressant, et puis ça va venir valoriser aussi le boulot qui a été fait avec les usagers qu'ils rencontrent. Bon, donc je vais discuter avec mon collègue qui tient la caméra et puis je vais lui dire: «Bah, voilà, l'objet final serait ça, j'ai pensé à faire tel rush pour faire tel montage par la suite». Et donc j'aime bien composer comme ça et je crois qu'il faut pouvoir, à chaque fois se dire, «J'ouvre le frigo, j'ai quoi dans mon frigo et qu'est-ce que je pourrais faire avec?» Donc on part toujours d'une idée, d'une demande,
du client et puis après on essaie de voir, comment on pourrait composer, quoi. Et c'est là où j'ai tendance à me dire: «Il faut pas trop se mettre, de comment dire? D'idées trop préconçues». Et on a parfois des surprises, quoi. J'en discutais avec Christophe Genoux qui est manager suisse et qui a écrit sur le bullshit management. Cette frontière entre le perso et le pro, c'est une vraie question. C'est la question, venez comme vous êtes, quoi. Mais non, venez pas comme vous êtes. Et Christophe, que j'ai interviewé pour l'émission Où va le monde, il a répondu, il a fait un podcast avec moi, pose cette question-là et j'ai beaucoup aimé son propos. La question c'est de mettre des masques. Et lui est rôliste, c'est-à-dire qu'il joue beaucoup aux jeux de rôle, et il dit quand on vient, on incarne un rôle. Et l'entreprise, parfois, malheureusement pas toutes, peut être amenée à nous tirer vers quelque chose de l'ordre du personnel, où on perd nos repères, et puis finalement, on en perd le sens de ce qu'on fait, quoi. Donc, évidemment que je fais des parallèles puisque moi je suis rentré un peu dans les institutions à travers la question de la supervision. J'ai commencé après à superviser des cadres, j'ai commencé à conseiller un peu stratégiquement des décideurs et puis par la suite, j'ai été amené à travailler, je dirais un peu plus dans du conseil auprès d'associations et cetera et voilà, je pense qu'il peut y avoir quelque chose de l'ordre d'une farce qu'il faut pouvoir à un moment donné démonter quoi, dans cette histoire. Je vois tellement de gens, par cet autre biais qu'est le cabinet, souffrir au travail, que je me dis: «Mais, il y a des gens qui sont prêts à se suicider, il y a des gens qui s'engueulent avec leur femme ou leur mari depuis 10 ans tous les soirs. Il y a des gens qui regardent leurs mails à 2 heures du matin. Il y a des gens qui, sont au téléphone toute la soirée pour pouvoir épauler un autre collègue, qui sont pas payés un centime, et qui viennent me voir et qui n'en peuvent plus, qui en font des boutons». Je me dis, «Bon, il y a un moment, qu'est-ce que c'est que cette histoire?» Donc voilà, l'idée, c'est essayer de pas, comment dire? Céder sur quelques principes. Heu, on a besoin de voir les gens, on a besoin qu'ils s'engagent, on a besoin, qu'ils soient, coparticipants. Comme en thérapie, c'est-à-dire, oui, on pourra nous remercier à la fin, mais c'est eux qui auront fait. C'est le meilleur moyen en plus et c'est le meilleur cadeau qu'on peut faire à ces institutions, c'est de pas créer les conditions d'une dépendance, quoi. Et de dire: «Bah, voilà, vous avez expérimenté ça, vos équipes sont fières, vous décideurs, vous êtes contents aussi, on a pris cette décision ensemble, mais vous avez signé, vous avez payé, vous êtes autorisés à faire ça, vous nous avez raconté, vous êtes fiers de vous, bah, félicitations, bravo». Et je crois que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire à une institution, en fait, à un moment donné. D'une certaine manière, d'arrêter de se dire qu'elle est, complètement, productrice ou pourvoyeuse de problèmes, mais d'axer sur ses compétences et le meilleur moyen de lui faire axer ses compétences, c'est d'arrêter nous, de nous faire avoir dans l'idée qu'on serait des experts et qu'on aurait une solution externe. Donc finalement, on vient reboucler sur tout le propos de la systémie et notamment Guy Oslo qui nous dirait, voilà, qu'à un moment donné, la meilleure question, permet au système de s'interroger sur lui-même et de se mobiliser. Donc notre boulot, c'est de mobiliser les compétences des institutions. Voilà, le sens de l'Institut du commun, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas, si c'est le cas, à la diffuser le plus largement possible. Vous pouvez également poser toutes vos questions dans les commentaires, mettre également vos idées, vos suggestions, votre expérience de travail avec les institutions. Vous pouvez découvrir tout le travail de l'Institut du Comment sur leur site web. En ce qui me concerne, j'ai vraiment hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui s'intéresse à la psychologie et plus particulièrement à l'approche systémique. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.